Merci, cher Bernard, et bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous pour mener à voix haute cette réflexion, une voix un peu particulière dans mon cas. Je peux m'excuser parce que je suis grippé, donc je vais passer ça, mais je vais essayer, heureusement qu'il y a un micro, d'avoir la voix la plus claire possible, et surtout les idées les plus claires possibles. Vous évoquez les grandes boxes, c'est une forme de violence, une pression politique qui m'était imposée avec un certain président à l'époque, qui confondait la télévision d'aujourd'hui avec l'ORTF d'hier, et qui nous avait imposé ce fameux débat, et j'ai opposé un geste non violent. J'ai mis une frontière, voilà, entre la violence exprimée par les deux hommes qui étaient sur le plateau et par le président, et ça m'a coûté, mais je le savais. Donc voilà, la violence n'est pas toujours payante. Mais là, on va évoquer une autre violence, beaucoup plus grave, parfois tragique, avec cette question que je vais relire, que vous posez, question générique. Y a-t-il des guerres justes, intervention en Afrique ou au Moyen-Orient? Quelle place pour la non-violence? Dans ce lieu dédié à la foi et à la fraternité, la réponse est évidente, immédiate, spontanée. Je serais tenté de dire une place totale pour la non-violence, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue moral, et je dirais même d'un point de vue personnel. Et on ne pourrait qu'adhérer à la non-violence prônée par des hommes qui seront souvent cités peut-être dans cet échange, comme Gandhi, comme Martin Luther King, mais ils l'ont payé de façon très chère, assassinés tous les deux. Alors évidemment, on serait tenté de répondre non à la violence, oui à la non-violence. Mais quand le versant sombre de l'humanité à ce point occupé par les barbares qui sont encore parmi nous, on ne peut que constater l'échec parfois des réponses qu'on serait tenté d'apporter à la violence, l'éducation, la persuasion, la négociation. Et quand ces réponses échouent, que doit-on faire? Je citerai volontiers le philosophe américain qui était opposé à la guerre du Vietnam, Michael Wortzell, et qui a longtemps réfléchi, qui a sans doute mené la réflexion la plus aboutie sur l'idée de violence et de non-violence. Et je résumerai d'un mot sa pensée à l'issue d'une longue réflexion d'un homme opposé lui-même à la guerre. Il y a, dit-il, des guerres justes, mais constat assorti, et triste constat, assorti d'un avertissement. Si la guerre est juste, elle ne doit pas se dérouler de façon injuste. Il y a donc des guerres justes, et je le dis avec tristesse et avec regret, parce que brandir une arme, c'est toujours un échec. Recourir à la force armée, c'est toujours un échec. Faire un champ de blé destiné à nourrir l'homme, un champ de bataille, c'est-à-dire de mort, c'est toujours un échec, et parfois, on ne peut qu'y recourir, et les États de droit sont obligés d'y recourir. Alors je pourrais argumenter d'une façon philosophique, théorique, mais je pense que nos amis intervenants vont le faire d'une façon plus pertinente que moi. Je le ferai d'une façon plus personnelle, et je dirais journalistique. Et c'est sans doute pas un hasard si j'ai choisi dès l'adolescence ce métier, si j'ai tenu dès l'adolescence à être journaliste. Je sais pourquoi, même si à l'époque c'était peut-être inconscient, mais aujourd'hui je sais pourquoi. J'ai été confronté moi-même à la violence. J'ai été confronté moi-même à la guerre. La violence enfant, je l'ai subie en Algérie, j'y suis né, guerre d'indépendance. La violence adulte, jeune adulte, je l'ai subie comme journaliste pour France Inter, justement, au Cambodge, où j'étais pendant 2 ans reporter de guerre. Et en revenant sur ce passé, en revisitant, et vous me donnez l'occasion sur ce passé-là, je tenterai d'apporter une réponse forcément complexe, à la question qui nous est posée aujourd'hui. L'Algérie. J'ai 4 ans quand la guerre commence, je comprends rien. Famille heureuse, famille modeste, père fonctionnaire, mère au foyer, famille nombreuse. Quartier populaire, les 3 communautés cohabitent avec bonheur. La communauté chrétienne, la communauté musulmane et la communauté juive dont je faisais partie, je faisais partie. Avec bonheur. Et puis tout à coup, les bombes. Et puis tout à coup, les attentats. Des foules hurlant dans les rues, dans ma rue.
Et puis tout à coup, j'ai 10 ans, je joue au pic, à l'époque on disait Agathe avec un copain, un camarade de classe, devant une école d'ailleurs, pas loin de chez moi, quand une bombe explose, je suis moi-même blessé, j'ai failli mourir, tout simplement, j'ai été hospitalisé, et à ce moment-là, mon père a décidé de partir pour le continent, on disait le continent, non pas de revenir en France, nous étions tous nés en Algérie, de partir pour le continent. Et moi je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que sur le chemin de l'école, quand j'allais à l'école, on me lançait des cailloux, on m'insultait, on me crachait dessus, et on me disait sale français, retourne chez toi. Sale juif, retourne chez toi. Je ne comprenais pas. Chez moi, c'était l'Algérie, où je suis né, où mes parents étaient nés, où mes grands-parents étaient nés, où mes ancêtres étaient nés, venant sans doute de Palestine, via l'Espagne après l'Inquisition. Je ne comprenais pas. Et donc, vision d'enfant, à l'âge de 10 ans, vision d'horreur, forcément, et je suis dans le propos, à mes yeux, enfant, une guerre injuste. Des enfants, des femmes, des hommes assassinés, sous mes yeux parfois. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur Raymond, qui, d'origine chrétienne, élevé par une famille juive et chantant en arabe. L'homme qui symbolisait le mieux la fraternité entre les uns et les autres, et qui a été assassiné sous mes yeux. Mon père m'avait envoyé acheter du pain et du vin, et je l'ai vu tomber sous mes yeux. J'avais 10 ans. Donc vision d'horreur, et forcément guerre injuste, puisque les civils étaient massacrés. Mais plus tard, adolescent, j'ai appris que Le Pen et consorts exécutés, eux aussi, torturés, eux aussi. Le Pen s'en est même vanté. Et donc j'ai appris plus tard, adolescent, postado, jeune adulte, que des Français avaient aussi procédé à des exécutions et à des massacres. Et que la communauté musulmane avait aussi souffert dans sa chair, comme la communauté chrétienne, comme la communauté juive. Et là, tout d'un coup, je comprends mieux le problème. Est-ce que je réponds pour autant à la question? Je ne sais pas. Réponse complexe, je dis. Le FLN cause juste au regard de l'histoire. Indépendance inéluctable, mais guerre injuste, menée de façon injuste. Fallait-il tuer les innocents pour aboutir à l'objectif revendiquer l'indépendance? Non. Et là, je ne suis pas le premier à le dire. Camus l'a dit, citant d'ailleurs Gandhi. L'armée française cause juste au nom de la solidarité avec les Français d'Afrique du Nord, qu'il fallait protéger, qu'il fallait sauver. Mais la guerre était-elle menée de façon juste? Non, puisque là aussi, exécution et très souvent torture. Donc, réponse complexe à la question posée, et je l'ai vécu dans ma chair. Le Cambodge, j'ai 23 ans, et je redécouvre l'horreur de la guerre. D'ailleurs, j'étais à France Inter, et pour être tout à fait honnête avec vous, le directeur de France Inter, qui n'a rien à voir avec le directeur que vous avez évoqué tout à l'heure, me propose le Brésil comme poste à l'étranger. Et je refuse. Et je lui montre la map. Il avait une magnifique map ronde dans son bureau, et c'était le directeur du bureau à l'étranger, et je lui dis non, je veux aller là, au Cambodge. Il n'a pas voulu m'envoyer dans un premier temps, il m'a dit non, trop dangereux. Et j'ai insisté, j'ai fait le siège de son bureau pour y aller, et au grand désespoir de mes parents d'ailleurs, au grand désespoir, le mal qu'on peut faire quand on a 23 ans à ses parents, sans le savoir et sans l'imaginer, je choisis le Cambodge, et j'ai choisi d'être à Phnom Penh pendant 2 ans dans une ville encerclée par les Khmers rouges. Les Khmers rouges bombardaient la ville tous les jours. On s'endormait le soir sans savoir si on allait se réveiller le lendemain. Tous les habitants de Phnom Penh. 2 ans d'horreur, avec des enfants soldats, à la fois victimes et à la fois bourreaux. Et une horreur indicible, comme tant d'autres, au cours de ce XXe siècle, quand les Khmers rouges sont entrés à Phnom Penh et quand les Khmers rouges ont tué 2 millions d'élèves, un génocide. La communauté internationale s'est faite. Je vais même plus loin. Quand je suis rentré à Paris, que j'ai lu certains articles dans certains journaux que je ne citerai pas, et quand j'ai vu que des confrères héroïsaient les Khmers rouges, alors que c'était des barbares aux portes de Phnom Penh, des barbares entrant dans Phnom Penh. J'ai d'ailleurs perdu tous les amis cambodgiens, c'est ça? Tous mes amis. Aucun d'entre eux n'a survécu au génocide. Et ces Khmers rouges étaient héroïsés à Paris par certains confrères, certains journalistes qui n'avaient jamais mis les pieds au Cambodge et qui ne savaient pas ou qui ne se doutaient pas qu'il se passait là-bas des horreurs. La communauté internationale n'est pas intervenue. Si elle était intervenue, le génocide aurait été évité. Elle aurait mené ce qu'on appelle, ce que l'on appelle une guerre juste.
Donc dans certains cas, la guerre est juste et peut-être nécessaire. Hasard du calendrier, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai été sollicité pour animer une table ronde sur les génocides des Tutsis au Rwanda, 20 ans après. C'était en 1994 et je présentais le journal. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était en avril 1994, on se souciait plus des Black Blocs que d'un génocide au Rwanda. On se souciait plus de Le Pen, qui fascinait tant le directeur de l'époque, que le génocide au Rwanda. Et c'était extrêmement émouvant dimanche dernier parce que, à la table ronde que j'étais chargé d'animer, il y avait deux rescapés, Annick et Alain, qui ont perdu toute leur famille là-bas. L'une avait 10 ans, l'autre 15 ans. Annick, qui vit aujourd'hui en France comme Alain, a perdu toute sa famille. Sa mère, directrice d'école, assassinée sous ses yeux. Sa sœur violée, ses frères assassinés. Et elle doit à un Hutu le fait d'avoir eu la vie sauve. Quant à Alain, il était sous un monceau de cadavres et les Hutus l'ont laissé pour mort, il n'avait que 15 ans et c'est comme ça qu'il a survécu. D'avril 1994 à juin 1994, les Hutus ont tué, massacré, violé, assassiné 1 million de Tutsis en 100 jours. 1 million de Tutsis en 100 jours. Et la communauté internationale a laissé faire. Les Belges ont laissé faire. 10 soldats qui protégeaient la première ministre qui étaient massacrés ont été massacrés aussi par les Hutus, les soldats belges. Et au lieu de réagir, les Belges ont fait rapatrier tous leurs soldats. La France a laissé faire. L'ONU a laissé faire. Un génocide d'1 million de Tutsis. Voilà. Là aussi, si la communauté internationale était intervenue, si elle avait mené une guerre juste, le génocide aurait été évité. On pourrait, la liste n'est pas exhaustive, évidemment revenir au début du XXe siècle, le génocide arménien, évidemment Vachois, donc on pourrait parler aussi des massacres des Bosniaques. Moi, je vais même jusqu'à parler des goulags staliniens. Et on arrive à cette époque contemporaine, et vous avez cité 3 pays, et là on est au cœur du sujet, le Mali, la Centrafrique et la Syrie. Moi, le constat est simple, constat de journaliste. La France, avec l'accord de l'ONU, intervient au Mali, elle arrête l'avancée des barbares. Et si la France n'était pas intervenue avec l'accord de l'ONU, les femmes, plus de femmes encore, ont été violées, massacrées, et là, elles auraient été voilées à Bamako. Et les musiciens, qui sont magnifiques, les musiciens maliens, et qui apportent tant la musique universelle, la musique du monde, eh bien, auraient été tout simplement brimés, n'auraient pas pu composer, écrire et chanter leur musique. Et c'est parce que la France est intervenue avec l'accord de l'ONU que, justement, la tyrannie a pu être évitée. Centrafrique, la même chose, massacre que vous connaissez, on regarde tous les journaux, et c'est l'intervention qui a stoppé relativement, parce que, évidemment, la solution n'est pas encore trouvée. Et la Syrie, les puissances occidentales ont failli intervenir, ne l'ont pas fait, et bien les massacres continuent. Tout ça pour dire que moi je souscris, alors c'est un point de vue personnel, peut-être parce que j'ai été confronté à la violence et à la guerre, peut-être parce que je suis plus que d'autres sensible à cette question, celle de la violence. Et bien c'est pour cette raison que je souscris au constat du philosophe américain Russell. L'état de droit peut parfois intervenir, mais à une condition, qu'il reste à l'état de droit. Et je reprends volontiers cette formule. Oui au droit à la guerre, mais oui aussi au droit dans la guerre. Donc l'état de droit peut mener parfois une guerre juste, à condition de ne pas recourir à des méthodes injustes, torture, assassinat, massacre de civils, à condition de rester un état de droit, et à condition de ne pas imiter les barbares, de ne pas infliger aux civils ce que les barbares infligent aux civils, je vais même plus loin, ce propos peut être choqué, de ne pas infliger aux barbares eux-mêmes ce qu'ils infligent aux autres, et de rester sur ce versant lumineux de l'humanité, parce qu'il y a ces deux versants dont je parlais tout à l'heure, et de ne pas confondre les lumières, la lumière avec les ténèbres, et de garder ce en quoi je crois, moi qui suis un adepte de la non-violence, le seul combat d'ailleurs que je mène, que j'assume, je n'ai aucune carte de parti, je n'affiche jamais mes convictions politiques, mais le combat que j'assume, c'est le combat contre le racisme. Je l'assume. Et le combat pour la paix, je l'assume parce que moi-même, je sais ce que la guerre signifie. Et je sais ce que l'horreur signifie. Et donc ne pas imiter les barbares pour garder simplement un peu d'espoir et un peu d'humanité.